Il est 11 heures. Ça va. Allez, si on veut être à l'heure, on va démarrer. Et puis, si des personnes arrivent, elles nous prendront en cours de route. Alors, bienvenue à toutes. On va commencer par se présenter chacun notre tour. Et puis après, je ferai une petite présentation de notre couple et de voilà, pourquoi on en arrive à venir vous parler aujourd'hui. Et puis après, on parlera un peu chacun notre tour pour vous parler du couple conscient et vous donner tous les outils et les pistes que nous, on a découvert, on a utilisé, on a expérimenté au fil du temps. Voilà. On va commencer. Donc, je vais commencer par me présenter et puis après, je te laisserai la parole. Donc, moi, je suis Amélie. J'ai commencé en étant psychologue. J'ai fait des études à la fac et j'ai commencé ma carrière d'accompagnement en étant psychologue. Ensuite, j'ai fait diverses formations pour enrichir ma pratique. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis thérapeute holistique, puisque j'accompagne les personnes dans la globalité de leur être, donc à tous les niveaux. J'ai accompagné, donc depuis 20 ans, j'accompagne des personnes en individuel et parfois en groupe. Et on va dire que dans ces 20 années d'accompagnement, j'ai également accompagné des couples sur leur chemin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais laisser Sébastien se présenter, puis on continuera à parler plus du couple après. Ok. Bonjour à chacune, et je crois qu'il y a peut-être aussi des hommes. Bonjour aussi aux hommes qui sont présents. Sébastien, et donc moi j'ai 49 ans. Ça fait, bon là je sais pas si tu le diras après, mais ça fait 25 ans qu'on chemine ensemble avec Amélie. Donc ça veut dire que pour moi j'ai vécu plus avec Amélie que sans Amélie. On est les parents de 5 enfants, dont un dans les étoiles. Et dans mon parcours, j'ai toujours du mal avec le qui je suis, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Donc, je vais dire où est-ce que je mets mon énergie aujourd'hui. J'avais un parcours universitaire en mathématiques, informatique, et j'ai fait pas mal des différentes industries, entreprises et autres. Et là, ça fait une dizaine d'années en fait que j'accompagne avec différents outils à différents endroits, de différentes manières pour accompagner les personnes vers le mieux-être. Donc voilà où j'en suis moi aujourd'hui et où je mets mon énergie, entre autres. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, donc, avant de vous partager nos recherches, nos découvertes et nos approfondissements dans la relation et dans le couple, je vais commencer par vous faire un petit partage de notre histoire pour que vous sachiez un petit peu aussi comment on en est venu à se questionner sur le couple et à chercher des choses pour nous faire progresser, pour nous faire nous épanouir davantage dans notre couple. Donc, je vais faire un petit partage d'écran. Voilà. Un petit flashback. Donc, on s'est rencontrés en 1998 quand on était étudiants. La vie nous a mis sur le même palier dans nos appartements d'étudiants. Sinon, je ne sais pas si on aurait eu l'occasion de se rencontrer parce qu'on gravitait vraiment dans des sphères différentes. Moi, j'étais en fac de lettres et lui en fac de sciences. On avait 4 ans d'écart. Donc, moi, à l'époque, mais on les a toujours. Moi, j'avais 20 ans et lui 24. Et c'est donc en étant voisins de palier qu'on s'est rencontrés et qu'on est rapidement tombés amoureux. Et en fait, on a toujours pratiquement vécu ensemble puisque on était voisins de palier. Donc en fait, assez vite, quand on est devenu un couple, on était beaucoup chez moi, de temps en temps un peu chez toi. Mais donc en fait, on n'a pas eu cette étape on a eu une étape courte, mais on n'a pas eu cette étape de lune de miel qu'on appelle la fusion, où l'autre est merveilleux, idéal. On a rapidement été plongés dans la réalité de la vie ensemble. Bonjour Sylvine. Et donc, du coup, on a basculé dans la réalité du couple assez vite, finalement, dans le quotidien.
Donc, donc du coup, ce qu'on peut dire de cette rencontre, c'est que c'était la rencontre de deux jeunes personnes hypersensibles émotionnellement, avec deux caractères forts, si on peut dire. Donc, on peut dire qu'on a commencé avec pas mal de conflits, pas mal de réajustements l'un avec l'autre pour apprendre à mieux se comprendre, à comment l'autre fonctionne, comment je m'ajuste à ça. On a eu pas mal de difficultés pour communiquer au départ parce que comme on était hypersensible et assez impulsif, on communiquait rapidement, ça montait dans des échanges agressifs avec le ton et la voix qui montent. Donc, c'était difficile à vivre pour l'un comme pour l'autre. On a traversé les problèmes avec des problématiques classiques de couple, se mettre d'accord sur la gestion de l'argent, réussir à trouver un accordage et un ajustement dans nos fonctionnements, dans notre sexualité. Bon, voilà. Je vais avancer dans les images pendant que je parle. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, je vous ai mis des images sur les premières difficultés. Donc, on a rapidement chopé une grippe à deux cette année-là. Donc, on a fait notre grippe ensemble. C'était notre première traversée de grognonnerie, on est fatigué et voilà. Ça représente un peu les problématiques du quotidien, entre guillemets, plus banales. Ensuite, on s'est engagé, donc 3 ans après, non, 2 ans après, on s'est engagé, on s'est mariés, tous les deux. On est parti sur ce chemin. Je ne sais pas si on réalisait vraiment au départ ce que c'était de se marier, mais on avait envie d'officialiser quelque chose et de construire, donc voilà. 1 an après le mariage est arrivé un premier enfant qui est ici, là, à droite. Et puis, en fait, 3 ans après est arrivé un deuxième enfant, la demoiselle qui est là. Et puis, alors bon, voilà, on est devenus parents. Il a fallu aussi s'accorder à ce niveau-là, s'ajuster dans la coparentalité. Et assez rapidement finalement, puisque je suis tombée enceinte 3 ans après notre rencontre. Donc, ça a été assez vite. On n'est pas resté longtemps à 2. On est vite passé à 3, puis à 4. Et puis, au-delà des petites difficultés de la vie quotidienne que tout le monde rencontre, nous, on a rencontré une grosse difficulté, puisqu'en 2008, donc entre cette demoiselle ici et ce petit bonhomme ici, nous avons eu un petit garçon qui est décédé à l'âge de 8 jours, qui est parti d'un virus. Et ça a été fulgurant, puisque ça s'est fait en une journée. Donc, on n'a pas eu trop le temps de se préparer à cette espèce de cataclysme familial qui nous est tombé dessus. Donc, ça a été une sacrée épreuve pour nous deux et pour les deux petits bouts de chou qui avaient 3 et 6 ans à l'époque. Et ça nous a aussi bousculé et amené l'un et l'autre à travailler sur nous plus intensément. On avait déjà fait un petit bout de chemin sur nous parce que moi étant psychologue, j'avais déjà fait un travail sur moi, plusieurs choses différentes pour travailler sur mon développement personnel, pour gérer certaines angoisses que j'avais, etc. Le son n'est pas très fort. Est-ce possible d'augmenter le son? Alors, non, je pense que de mon côté, je ne peux pas le faire. Parce que le micro l'enregistre comme ça, je ne peux pas augmenter le son. Est-ce que toi, tu as mis le son à fond sur ton ordinateur, Chloé? Vous m'entendez quand même? Oui, bon. Si tu vas dans ton mélangeur de son, tu peux augmenter le son venant de l'Internet normalement. Alors là, je ne sais pas aller dans mon mélangeur de son. Tu sais faire ça, toi? Non. Bon, désolé, on va essayer de parler fort. Donc, du coup, sur le téléphone. Ah, tu parles à… Alors, moi, je suis sur ordinateur, hein, donc je peux pas… Le son peut être meilleur avec des écouteurs également. Ah oui, mais comme on est deux, si on met les écouteurs, il faut qu'on mette un écouteur chacun. Bon, on va peut-être essayer, si jamais on parle avec une voix un peu plus posée et affirmée, j'espère que que vous entendrez mieux pour celles pour qui c'est plus complexe. Donc, on a fait un plus gros chemin à les écouteurs pour les épargnants. Ok, merci.
Donc, on a fait un chemin plus intense, on va dire, à partir de ce drame de vie-là, pour réussir à se remettre de ce deuil, pour réussir à rester connecté, parce que la difficulté quand on traverse des choses comme ça, c'est que chacun va cheminer à son rythme, à sa manière et vivre la souffrance à sa manière. Donc, on se retrouve plus vite confronté aux zones d'ombre de l'autre. Donc, voilà. Donc, on a fait un gros bout de chemin ensemble, chacun de notre côté. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme photo derrière? Oui, voilà. Ça, c'est pour après quand on va parler de… Et en fait, si je peux faire un résumé à l'heure d'aujourd'hui des points forts de notre couple avant qu'on découvre tous les outils dont on va vous parler ensuite, c'était qu'on n'a jamais cessé de communiquer, même si parfois c'était difficile. On n'est jamais resté longtemps avec chacun les choses qui n'allaient pas, les rancœurs, on arrivait quand même à se dire les choses. Donc, je pense que ça a été un de nos points forts. On a aussi eu la capacité chacun de se remettre en question et de faire un chemin chacun de notre côté pour réussir à se retrouver à chaque fois qu'il y a eu des choses difficiles. J'ai mis l'humour parce qu'on a beaucoup ri et on rit toujours beaucoup. Donc, l'humour fait partie de notre couple et je crois que c'est un point fort aussi parce que parfois, ça dédramatise, ça permet aussi de nourrir le couple par quelque chose de positif. Et puis, la patience. La patience parce que parfois, quand ça ne va pas dans le couple, il faut réussir à patienter quelque temps. Pas patienter sans rien faire parce que c'est pas juste en attendant que ça passe que ça va passer. Mais patienter en agissant, mais patienter quand même pour que les choses avancent, pour donner une chance à l'autre de nous rejoindre quand on est quelque part et qu'on essaie de lui faire prendre conscience de là où on est et qu'on arrive à se rejoindre quelque part. Patienter aussi quand les sentiments, des fois, sont recouverts par la souffrance et qu'on ne se rend plus compte qu'on est amoureux. Ça, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, la patience aussi, je pense que ça a été aussi une de nos forces parce que je pense que pendant une grosse partie de notre vie, même quand c'était très difficile, on n'avait pas tout de suite l'idée de se dire bon, bah, ça va pas, on arrête tout de suite, quoi. Donc, c'est aussi ce qui nous a aidés, je pense, à tenir jusqu'ici. Je te laisse enchaîner. Donc, on va vous donner maintenant tous les outils et les choses qui nous ont, nous, aidés pour cheminer sur cette voie du couple commune et les choses qu'on transmet maintenant, puisque maintenant, on accompagne les couples aussi individuellement chacun et puis aussi dans des week-ends dédiés au couple. Okay. Je laisse faire. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints là, depuis tout à l'heure. Comme je le disais en préambule, ça fait 25 ans qu'on chemine ensemble et il y a des choses qui ont nettement évolué depuis notre rencontre et qui permettent, en fait, je crois qu'on choisisse de rester ensemble en conscience et qu'il y a vraiment l'envie, en fait, de faire perdurer la relation et de la fluidifier, de la pacifier et de rester en joie, en fait, et d'être en lien. Et pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental, tout à l'heure, c'est la communication. C'est-à-dire que la communication, il y a quelque chose qui est pas naturel, je crois, dans ce procédé, dans cet échange entre deux personnes, et c'est pas inné, en fait. Et je crois que nous, en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a chacun de notre côté et ensemble mis de l'énergie pour bonifier cette communication et pour l'assainir. Et je voulais, juste en préambule, vous lire un petit texte, quelques mots en fait de Bernard Werber, qui a écrit ça dans l'Encyclopédie du savoir relatif et Albin Michel. Et ça, pour moi, ça traduit bien la complexité de la communication. Donc, il a dit ça dans son livre, c'est entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Et je crois que ce petit texte de Bernard Werber, pour moi, il traduit vraiment, vraiment la complexité de la communication et aussi la beauté, en fait, de transmuter ces moments où on essaye de rejoindre la colline de l'autre, comme des fois c'est dit au niveau de la communication non violente. Et l'idée de la communication, c'est vraiment mettre en commun et se mettre en relation.
et comment on se met en relation de la meilleure manière qui puisse être. Et c'est vrai que nous, dans ce chemin-là, on a côtoyé la communication non violente, en fait, on va dire cette philosophie, cette manière de se mettre en lien avec l'autre. Donc, je ne sais pas si chacun et chacune appréhende les concepts de la communication non violente, mais l'idée, pour le résumer, c'est vraiment de partir des faits autant que faire se peut, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'observation, parce que souvent, la communication, des fois, on se, quand ça se ternit, quand ça s'envenime, c'est parce que en fait, on parle de deux choses différentes et puis on est dans des suppositions. On croit que on utilise en fait chacun nos perceptions. Donc l'idée de la principe de base, c'est on va partir autant que faire se peut des faits en fait. Et donc ce qu'on appelle les observations. Et partie de ces observations, on va aller venir visiter en fait comment ça se passe en nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a ressenti en fait, qu'est-ce qu'on a vécu, comment la vie s'est manifestée en nous avec cette observation, avec ce qu'on vient de vivre avec la personne. Derrière, on va se dire, OK, si les émotions en fait sont des messagères, si mon corps en fait me parle, qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est quoi le besoin en fait qu'on a derrière? Qu'est-ce qui tente de s'exprimer pour dire il y a ça qui se manifeste en lien avec cette personne? Et une fois qu'on a perçu ça, comment je fais pour traduire autant que faire se peut et de la meilleure manière qui soit pour être entendu, comment je traduis la demande éventuelle que j'ai par rapport à ce qu'on vient de vivre, par rapport à ce besoin, comment j'exprime en fait à la personne avec une demande explicite. Donc, il y a vraiment tout ce principe qui nous a aidé. La communication non violente, il y a vraiment une philosophie en amont. On va pas en parler là, mais il y a quand même quelque chose en fait d'une énergie d'amour, de quelque chose de la fluidité. Et nous, c'est quelque chose en fait qui nous a aidé, je crois, fondamentalement dans cette démarche au niveau de la communication. Et souvent, je fais le pont aussi au niveau de la communication avec les accords Toltec, parce que quand quelqu'un nous envoie quelque chose, on a vite fait des fois de le prendre pour nous. On peut des fois se poser la question, c'est à qui est le problème? C'est-à-dire, non pas pour s'en détacher, mais se dire, est-ce que en fait, ce qui m'est projeté sur moi en tant que miroir, est-ce que ça m'appartient ou pas? Quelle est ma part de responsabilité dedans? Donc, en fait, il y a vraiment cette dynamique, et puis surveiller sa parole, enfin, la parole impeccable en fait de l'accord Toltec. Les suppositions sont terribles aussi dans la communication, c'est-à-dire que si on ne communique pas, le travers de ne pas communiquer, c'est de s'inventer en fait une histoire, c'est de supposer en fait ce que l'autre veut faire, ce que l'autre aimerait, ce que l'autre voulait nous envoyer en fait comme message. Et le fait de supposer nous fait construire en fait quelque chose de virtuel et on s'éloigne et des fois il y a des quiproquos. Donc dans ce chemin de communication, il y a un chemin aussi d'authenticité qui est fondamental. C'est est-ce que je peux m'autoriser à communiquer à l'autre ce qui vit en moi et comment je me donne la meilleure manière de le faire. Amélie l'a dit en préambule, on a deux énergies qui étaient très volcaniques. On pouvait être beaucoup dans la réaction. Et souvent, quand on est dans la réaction, c'est rarement bon. Il y a quelque chose, il y a pas la maîtrise en fait de l'énergie qu'on manifeste. Et on n'arrive pas forcément à être aligné, à pouvoir poser vraiment ce qui vit en nous d'une manière sereine, d'une manière pacifique, même si c'est pour poser la loi en fait fermement. Donc il y a vraiment aussi cette dynamique-là de pouvoir rester en fait sans que ça devienne violent en fait, sans que ce soit. C'est vraiment l'idée de se donner le plus de chances d'être entendu. Et pour ça, en fait, c'est pareil. Il y a des petites techniques. On peut aussi faire une bulle pour se dire que l'autre, en fait, va pas forcément. Ça nous laisse le temps, en fait, de voir venir des paroles, un peu comme Matrix. On les prend, on les regarde, on dit mais qu'est-ce qui veut être dit? Qu'est-ce que c'est que cette vibration? Et plutôt que de la laisser nous pénétrer, et puis derrière, ça peut faire en fait quelque chose de volcanique, quelque chose où il y a un débordement émotionnel. Donc il y a un ensemble, en fait de petites choses comme ça où pareil, est-ce que je peux rester à écouter l'autre sans que ça bouillonne en moi, parce que des fois quand on est dans des intensités émotionnelles très très fortes,
Et nous, ça, enfin, on l'a vécu et moi, je l'ai vécu. Des fois, je préférais me retirer. C'est plus facile de se retirer de la situation dans un premier temps parce que c'est tellement fort en nous ce qu'on vit en lien avec la personne dans cet effet de miroir que c'est pas possible pour nous en fait de rester serein avec ça. Donc l'idée, c'est des fois, il vaut mieux se retirer, prendre le temps de voir comment ça vit en nous, qu'est-ce qui se joue, euh, pourquoi ça me met tellement en émoi en fait ce qui vient de se passer. Prendre le temps d'écrire, de traverser notre émotionnel, de prendre le temps d'écouter en fait ce qui vit en nous. Et puis ce qui m'a aidé, ce qui nous a aidé, c'est que des fois, plutôt que de le faire en face à face, c'est d'écrire en fait. Alors, il peut y avoir des quiproquos qui s'ensuivent, mais on peut demander de reformuler et autres, enfin, toutes ces notions-là. Mais le fait d'écrire permet de prendre de la distance sur nos mots. Qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, de mettre éventuellement de la clarté, de déposer des mots en ayant pris la distance de est-ce que je suis sur le coup de l'émotion et est-ce que ça va vraiment construire quelque chose pour remettre de la fluidité dans la communication et dans le lien, dans la relation. Et ça permet aussi à l'autre de temporiser, en fait. Parce que des fois, quand on est dans l'effervescence émotionnelle, il y a quelque chose, en fait, qui est trop puissant, en fait. Il y a quelque chose qui est trop puissant et c'est une énergie, en fait, qui est difficile à maîtriser. Et on se retrouve, en fait, des fois, à balayer. Et c'est pour ça que je crois que certaines personnes ont peur du conflit. C'est qu'il y a des fois, il y a une confusion entre l'intensité de ce qu'on vit et que les conflits ne sont pas constructifs et ils sont plus destructeurs parce qu'il y a une forme de violence, en fait, qui s'installe parce qu'on est complètement débordé par les émotions. Oui, je vois la citation de la conférence du couple conscient hier soir. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment, ça témoigne bien de la complexité de la communication et je crois qu'il faut mettre de l'énergie à apprendre à communiquer. Et c'est vraiment un apprentissage. Et l'expérimenter et pas se flageller si on n'y arrive pas. Mais déjà, il faut avoir l'intention de ça parce que des fois, moi, je le vois avec les hommes que j'accompagne. C'est vrai que des fois, on fuit le conflit, on s'enferme, on va dans sa grotte. On n'en parle pas et puis les choses s'enveniment, s'accumulent. Et puis à un moment donné, ça éclate parce que ça devient trop fort. Il y a une sorte d'hygiène, en fait, aussi relationnelle dans la communication. C'est de se donner des espaces pour pouvoir laisser la parole libre. Il faut vraiment s'accorder du temps, je crois, et c'est ça qui nous permet, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on s'est donné du temps à pacifier, à purifier la relation, à mettre de la clarté, à accueillir, à prendre soin aussi de comment ça vivait en nous. Il y a une forme de discipline, en fait, mais dans le bon sens du terme, à mettre. Vraiment prendre soin de ça et mettre de l'énergie à cet endroit-là, c'est-à-dire vraiment se donner du temps. Et plutôt que de laisser en fait les choses se déliter et de se dire bon bah c'est pas grave ou bon on en parlera plus tard ou l'idée c'est d'avoir une sorte d'hygiène de communication et de pas amonceler en fait les choses qui fait que le conflit à un moment donné ça devient tellement fort, il y a tellement de choses que c'est difficile à faire de manière douce. Voilà en quelques mots. Et si, parce qu'après j'ai oublié, dans la communication non violente, pour ceux et celles que ça intéresse, il y a une conférence qui date un peu de Marshall Rosenberg qui s'appelle la relation de couple. Et moi, j'aime beaucoup cette conférence de Marshall Rosenberg où il y a des choses intéressantes à aller piocher. Et ça s'appelle la relation de couple et vous la trouverez sur YouTube. Voilà en quelques mots, j'ai l'impression d'avoir encore des centaines de choses à dire, mais je vais en rester là et puis voilà, si tu veux rajouter des choses ou si ça t'appelle quelque chose. Non, moi, pour le thème de la communication, ce que je dirais, c'est que il y a un moment donné de notre vie, comme disait Sébastien, il y avait une telle intensité que pour moi, quand on se parlait en face à face, à l'oral, ça devenait trop intense. Et alors, c'était constructif parce qu'à la fin de tout ce conflit qui était pour moi violent, on finissait par se comprendre. Mais c'était tellement intense à traverser que des fois, j'en avais pour plusieurs jours derrière à me remettre émotionnellement de cet échange. Donc, c'est à partir de là qu'on a eu l'idée de se proposer de se mettre un peu plus à distance et de continuer de communiquer, surtout pas de rompre la communication, mais de s'écrire
Donc, ça en devenait drôle parce qu'on habite au même endroit, évidemment, on habite ensemble. Donc, je lui écrivais des mots sur un papier, je lui donnais le papier, je m'en allais. Il répondait, il me redonnait le papier, puis on continuait à faire ce qu'on avait à faire dans la maison en se donnant des bouts de papier pour communiquer. Donc, ça pouvait paraître ridicule de l'extérieur, se dire, non, mais ils habitent ensemble, ils sont ensemble l'un à côté de l'autre, pourquoi ils parlent à travers un papier? Mais c'était notre outil à ce moment-là qu'on avait trouvé pour sauver, entre guillemets, notre communication et sauver aussi notre être, chacun, de la violence que ça pouvait déclencher en nous émotionnellement quand on essayait de se parler, quoi. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais envie de rajouter, c'était mon vécu de cette histoire de communication. Alors, on va continuer, on va enchaîner. Je vais vous parler maintenant un peu plus de ce qu'on entend par le couple conscient, puisque c'est ce qu'on a mis aussi dans le titre de notre intervention. Donc, nous, on aime bien parler du chemin du couple conscient, comme quand on parle de faire un chemin sur soi, quand on fait un travail personnel, parce qu'on est toujours en chemin, et dans le couple, on est toujours en chemin aussi. C'est jamais gagné, il faut jamais se dire ouais, c'est bon, on a traversé tout ça, notre couple maintenant c'est un roc, c'est gagné, c'est sûr, il se passera plus rien, parce que la vie nous réserve toujours des surprises. La vie c'est un perpétuel mouvement, donc il y a toujours des événements, il y a toujours des choses qui vont revenir remettre en lumière des blessures du passé, qui vont venir nous toucher dans notre histoire personnelle et ça va rejaillir sur le couple. Enfin bref, donc du coup c'est jamais fini. Moi je compare toujours parce que je trouve que c'est vraiment semblable. Le chemin qu'on peut faire personnel toute notre vie. Le travail sur soi et le travail que le couple nous offre comme opportunité aussi tout au long de la vie du couple. Donc pour moi, le chemin du couple conscient, c'est quand deux partenaires ont conscience que l'autre est un miroir de nous et que quand il appuie des fois involontairement sur une de nos blessures du passé, donc ça peut être une blessure d'un couple ancien précédent qu'on a eu avant cette personne. Ça peut être des blessures de notre histoire d'enfant dans la relation avec nos parents. Parce que dans les types d'attachements qu'on a pu vivre avec nos parents ou dans les blessures qu'on a reçues dans le lien à nos parents, énormément de ces choses intimes-là vont se rejouer de manière plus privilégiée encore dans le couple. Parce que nos traumatismes, on va les rejouer dans notre vie professionnelle, on va les rejouer avec nos enfants, on va les rejouer avec nos amis, dans toutes nos relations. Mais dans la relation du couple, là où l'intimité est la plus intense, on va dire, c'est là que nos blessures vont le mieux se réactiver et vont le plus être sollicitées à nouveau. Donc, être conscient dans le couple, c'est se dire, quand j'ai mal dans la relation, quand il y a quelque chose qui s'est passé avec l'autre et que j'ai mal, c'est pas juste parce que lui c'est vraiment un méchant, il me veut du mal, il a fait exprès, etc. C'est de se dire, ok, j'ai eu mal quand il a dit ça ou quand il a fait ça. Pourquoi j'ai mal, à quoi ça me renvoie? Et d'avoir ce discernement et d'arriver à prendre ce recul pour sentir, comme disait tout à l'heure Sébastien, à qui est le problème. Parce que si quelqu'un m'envoie un message et que j'ai pas de problème, ça va me glisser et ça va rien me faire. Si par contre j'ai un problème et que j'ai une blessure profonde en lien avec cette expérience-là, au moment où il va se mettre à me dire ou à faire quelque chose, ça va être hyper violent pour moi. Et en plus, parfois, l'autre va être complètement étonné parce qu'il ne va pas du tout s'attendre à ce que ça a déclenché en face chez l'autre, parce que son objectif n'était pas forcément de faire mal. Bon, ça arrive, hein, ça arrive aussi qu'il y ait des jeux pervers dans les couples et qu'on cherche l'endroit où l'autre a mal pour bien appuyer, pour reprendre le pouvoir. Ça arrive aussi. Là, ça devient moins sain, mais c'est des choses qui arrivent. Mais quand on est dans la conscience de ce qui se joue dans le couple, on va, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un désaccord ou d'un conflit qu'on va rencontrer, se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est souffrant en moi? Pourquoi ça m'a blessé? Et qu'est-ce que je peux, de mon côté, aller réparer de cette souffrance-là pour ensuite pouvoir revenir voir l'autre et lui dire, tu sais, quand tu as fait ça ou quand tu as dit ça, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que ça m'a renvoyé à ce que ma mère faisait quand j'étais petite ou à ce que mon père faisait quand j'étais petit. Et ça a été hyper douloureux pour moi, mais j'ai conscience que tu l'as pas fait pour me faire mal et que c'était une blessure qui m'appartenait. Maintenant, je veux quand même te la partager pour que tu saches à l'avenir que quand tu dis ou que tu fais ça, des fois, ça peut être douloureux pour moi. Et l'autre, comme on est des partenaires quand même d'évolution, va avoir envie peut-être même de nous soutenir dans cette période où on revit une blessure de l'enfance et va peut-être aussi avoir envie la prochaine fois de prendre un peu plus soin de l'autre en évitant certaines choses qui sait que ça va blesser ou faire mal chez l'autre. Donc, il y a aussi dans ce chemin du couple conscient de réussir à découvrir, c'est ce qu'on a découvert nous et on a beaucoup après creusé et cheminé la chose, que le couple peut être une médecine à part entière. On parle de tout un tas de
d'outils thérapeutiques qui peuvent nous accompagner dans la vie personnelle et dans la vie de couple. Et pour moi, quand on dit, en fait, quand tu vas mal, tu as intérêt à faire un travail sur toi pour aller mieux, sinon tu ne pourras jamais être bien en couple, ça peut être vrai, on peut faire un travail sur soi parce qu'il y a effectivement des choses à réparer personnelles, mais ça peut aussi être vrai qu'on ne va pas bien, on se met en couple, et qu'ensemble, dans ce cheminement du couple, on se guérit aussi au fur et à mesure chacun. Et ce que j'appelle la médecine du couple, c'est le couple qui nous offre des occasions en permanence tout au long de notre chemin de nous réparer chacun et de grandir ensemble. Donc, si on arrive à voir l'autre non plus comme un ennemi ou un rival avec lequel il faut trouver un gagnant, un perdant et reprendre le pouvoir en permanence, si on arrive à se dire que l'autre n'est pas mon ennemi, mais qu'il est plutôt un partenaire de vie et un partenaire qui va m'aider à grandir, qui va m'aider à évoluer et à me sentir mieux dans ma vie, ben c'est complètement une autre dimension, un autre chemin que le couple nous offre. On peut alors coopérer ensemble, se dire nos blessures au fur et à mesure qu'on les découvre, se soutenir l'un l'autre avec empathie et avec amour. Ouais. Je voulais, dans ces histoires de miroir et de médecine, je crois que il y a des fois, on n'a pas envie en fait de regarder dans le miroir qui nous est proposé. Et parce que la souffrance qu'on traverse ou qui se présente à nous est tellement intense qu'on n'a pas forcément envie de regarder dans ce miroir. Et des fois, on se dit, bon, si je veux plus souffrir, je vais changer de miroir, en fait. C'est-à-dire que je vais arrêter avec ce miroir-là, d'une certaine manière, je vais couper la relation. Et puis, je vais en trouver une autre, en fait, qui me nourrira plus. Et puis, ce qui peut se présenter souvent, c'est finalement, on retrouve un miroir qui ressemble quand même beaucoup à celui d'avant. Et on se retrouve à nouveau à se regarder dans quelque chose qui nous renvoie à la même souffrance, la même problématique, la même blessure. Et ça peut continuer ainsi de suite. Donc, tout ne nous appartient pas, mais c'est intéressant, avec discernement, de s'autoriser à visiter ce que le miroir peut nous offrir, plutôt que de le fuir. Et moi, ça m'a beaucoup servi, parce que des fois, en regardant dans ce miroir, il y a des fois où je me suis dit, mais non, mais là, c'est trop intense, c'est trop violent, j'ai trop d'émotions par rapport à ça. Une solution, éventuellement, ça pourrait être d'arrêter. Mais ça, je pense qu'il y avait quelque chose qui était très défensif. Et que dans la majeure partie des cas, quand je regardais vraiment, vraiment à l'intérieur, au plus profond de moi, quand j'allais visiter ce qui se passait et que je prenais le temps d'aller toucher en fait la souffrance, à quoi ça me renvoyait, le miroir finalement, il mettait en lumière quelque chose et ça m'a donné en fait l'opportunité de me pacifier, de m'apaiser sur certains points. Donc, c'est pas une vérité absolue, tout ce que je vais vous dire là, c'est mon histoire de vie, c'est l'histoire de notre couple avec ma perception. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire cet effet de miroir, des fois, on a plus envie de s'en séparer, mais parce qu'on n'a pas envie de traverser la souffrance qui va avec. Voilà, c'est ça qui était important pour moi aussi par rapport à ça, dans mon expérience de vie et dans mon expérience de couple. Oui, je dirais que moi, ça s'est joué un peu de la même manière aussi. C'est-à-dire que même encore de temps en temps, alors je disais il n'y a pas longtemps à une personne que j'accompagnais qu'à force de cheminer ensemble, ce qui se passe aussi, c'est qu'on commence à bien comprendre le fonctionnement de l'autre et les choses qui peuvent nous faire bondir ou nous agacer au démarrage parce qu'on ne connaît pas la personne et qu'on va projeter, imaginer, comme disait Sébastien tout à l'heure. Il y a un moment où, à force de clarifier les choses et de préciser sans arrêt les pensées de l'un et de l'autre, on finit par quand même mieux connaître l'autre et le voir avec plus de réel que d'imaginaire. Et du coup, les choses qui se passent vont plus nous faire du tout le même effet, en fait. Les mêmes choses vont plus du tout être vécues de la même manière. Donc là, au niveau de ce miroir, moi, je trouve que plus on avance et plus on devient conscient que quand l'autre fait un truc ou dit un truc qui nous blesse, comme on sait qu'il n'a pas de mauvaise intention au fur et à mesure qu'on le connaît,
on arrête de projeter sur lui qu'il fait exprès pour nous blesser ou pour nous faire mal. Et donc, on va de plus en plus, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression qui se passe dans notre couple, au fur et à mesure du temps, plus j'avance et plus j'arrive facilement maintenant à me dire, bon, alors attends, là, t'as super mal à ce truc-là qu'il a fait. C'est quoi ton problème? Et j'arrive plus à me dire que ça vient de moi, alors qu'au départ, ça venait pas forcément de moi, ça venait forcément de lui qui était un mauvais objet, qui voulait me nuire, qui voulait me faire du mal. Donc voilà, c'est là qu'on voit à quel point le mental nous raconte une histoire aussi, et que si on se laisse embarquer par l'histoire du mental, bah effectivement, c'est beaucoup plus facile de se dire que c'est de l'autre que vient le problème, c'est lui le mauvais objet, donc je le quitte, et quand j'arrête la relation, je vais plus souffrir et je vais enfin être en paix. Sauf qu'effectivement, comme le disait Sébastien, en tout cas pour avoir accompagné beaucoup de couples et de reconstruction de couples à plusieurs reprises, souvent la vie va nous resservir les mêmes difficultés avec d'autres personnes tant qu'on n'aura pas regardé et réglé ce qu'il y a à voir. Donc c'est illusoire de croire que c'est parce qu'on va quitter l'autre que le problème va forcément s'arrêter, quoi. Il y a quelque chose qui m'a aidé là-dedans en tant qu'outil. Quand j'étais dans cette dynamique pour mettre de la clarté sur le miroir qu'Amélie me proposait, c'est le travail, ça s'appelle Le Travail de Byron Katie. Byron Katie, c'est Byron Katie. Et ce travail de Byron Katie, ça met en exergue en fait toute la dynamique de la pensée et après souvent pensée-émotion, donc tout ce schéma en fait qui s'anime en nous, et de mettre de la clarté sur ce que je vis en lien avec cette personne. Qu'est-ce que je lui reproche, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, et avec un principe de retournement. C'est-à-dire ce que je vis en lien avec cette personne, est-ce qu'il est possible finalement que ça anime quelque chose en moi et que ce soit quelque chose qui m'appartienne. Donc moi, ça m'a aidé d'utiliser. Alors, si vous allez sur son site, vous avez une fiche qui permet de dérouler en fait sa proposition de cheminement pour mettre de la clarté en fait sur des événements de vie ou ces choses que vous vivez avec quelqu'un. Et donc, si vous avancez sur cette fiche, à la fin, vous verrez, il y a une forme de retournement qui permet de se dire, ah oui, mais tiens, ce que je reproche à cette personne, par exemple, est-ce que finalement c'est quelque chose que je me reproche à moi? Bon, voilà, on n'a pas forcément le temps d'étayer, mais je vous invite à aller visiter cette approche. En tout cas, pour moi, ça m'a servi. Et ça vient mettre aussi, ça conforte un peu la dynamique de miroir avec son approche. Voilà ce que je voulais ajouter. Pardon. Et moi, là, plus récemment, dans les mois qui viennent de s'écouler, les dernières fois où il y a eu des tensions ou des accords ou des conflits, ce qui vient maintenant très rapidement, c'est que je pense que comme j'ai lâché un peu le bouchon et que mon mental est plus sécurisé dans notre relation et du coup me fout un peu plus la paix, c'est que très rapidement derrière le conflit, dans les heures qui suivent, j'ai un flash d'une situation de mon enfance que ce conflit est venu réveiller. Et c'est de plus en plus puissant et intense, hein, parce que la dernière fois que ça nous est arrivé, j'ai vraiment eu des images où je revoyais des scènes très précises, enfant avec ma mère, de situations que j'avais vécues et qu'une réaction de Sébastien avait réveillé chez moi. Donc après, derrière, une fois qu'on a ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est dur, c'est douloureux, mais c'est cadeau. Parce que du coup, cette scène traumatisante qu'on a enfouie en soi et dont on n'avait peut-être plus conscience, mais qui continuait d'agir en secret, une fois qu'elle remonte à la surface et qu'on l'a sous les yeux, on n'a plus qu'à faire le travail pour libérer la charge émotionnelle, pour se dégager de ce trauma, et hop, on est à nouveau allégé d'un coup, quoi. Donc à chaque fois, il y a des couches d'oignons qui sautent, et on est de plus en plus en paix et de plus en plus dans l'harmonie, en fait, avec l'autre. L'idée, c'est que ça ne déresponsabilise pas. Dans ce que vient d'évoquer Amélie, ça ne me déresponsabilise pas de ce que j'envoie, de mes mots et de mes comportements, mais il peut nous arriver en fait de percevoir qu'à cet endroit-là, il peut y avoir quelque chose d'autre qui se joue chez l'un ou l'autre et qui renvoie à une partie en fait de son enfance, de son histoire, et qui vient en fait se rejouer en lien avec nous. Donc pour autant, ça n'enlève pas le fait de prendre soin, d'avoir de l'empathie, de la compassion pour ce qui se vit pour l'autre. Ça ne nous dédouane pas de nos comportements, de ce qu'on envoie en fait en termes de paroles, mais ça permet de se dire, ah, est-ce que finalement à cet endroit-là, je sers de miroir
et de ne pas le prendre, comme on le disait tout à l'heure dans l'accord Toltec, à titre personnel, mais tout en restant en lien et se dire est-ce que j'ai cœur en fait à l'accompagner, est-ce que c'est possible, à l'accompagner dans cette traversée. Et tout va bien, c'est un truc qui est tombé. Donc, c'est toi qui continue là. Dans nourrir la relation, Ouais. oui. En fait, il y a un point, je crois, ce qui est important en fait pour nous dans notre expérience de vie là sur ce chemin, c'est de nourrir tous les plans, je crois, d'une relation. Et on a appelé ça corps, cœur et âme. Enfin, on l'a appelé des mots. Voilà, nous, c'est l'approche qu'on utilise et qu'on structure même pour nous dans notre histoire. Et il y a un point en fait qui qui est évoqué aussi dans tout de ce cheminement de couple, c'est tout ce qui va autour de la sexualité sacrée, de la sexualité consciente, avec des approches comme le slow sex. Je crois que dans cette dynamique-là, moi, c'était un thème eu égard à mon histoire, à l'histoire familiale, qui a été complexe pour moi sous ce champ de la sexualité. Donc forcément, il y a eu des résonances, voilà, des tristesses et autres pour Amélie. Et puis moi, je restais éventuellement dans mon inaction, je bougeais pas, parce que quand je parlais de miroir tout à l'heure, c'était trop violent pour moi, il y avait des choses que je pressentais trop fortes, une souffrance qui allait émerger. Mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, dans ce chemin, je goûte ce qui peut s'appeler comme étant la sexualité consciente, la sexualité sacrée avec le slow sex et autres. Et j'allais dire pacifier en fait de mon histoire, de mes blessures. Je m'autorise en fait à vivre l'instant. Et je crois que dans toute la dynamique en tant qu'homme, il y a vraiment quelque chose aussi de cet ordre-là, de sortir des injonctions aussi qui sont importantes, de performance, d'objectifs, malheureusement des fois aussi de décharge pour les femmes, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où il y a des tensions, comme elles ne sont pas exprimées forcément émotionnellement, ou dans d'autres, bah, ça devient quelque chose, ce que certains appellent la sexualité de décharge, on évacue des tensions. Et toutes ces manières en fait de faire coupent, j'allais dire d'une certaine manière, la beauté, l'intensité en fait de ce qu'on peut vivre dans cette rencontre qui est vraiment très intime, où il y a quand même des fois une prise de conscience et un cheminement, de se dire quand même, c'est que en tant qu'homme, je vais venir pénétrer en fait le corps d'un autre être humain, en fait le corps de ma femme, et il y a quelque chose de sacré vraiment dans cette dynamique-là. Il y a quelque chose d'incroyablement intime et qui peut être fusionnel. Et l'idée, c'est aussi de mettre de la communication là-dessus, parce qu'on parlait de la communication. Des fois, le thème de la sexualité, c'est quelque chose qui est complexe. On ne se dit pas les choses, on ne se parle pas trop. On peut peut-être faire des sous-entendus, où on croit savoir, où on pressent, et mettre du lien et mettre des mots sur cette rencontre qui peut amener des choses transcendantale, j'allais dire, aujourd'hui, parce que moi, c'est vraiment ça, quoi. Je ne m'imaginais pas pouvoir goûter des choses aussi intenses, aussi fortes et aussi puissantes comme je l'ai dit, c'est nettoyant, c'est le terme qui vient, en nettoyant de mes blessures, en fait, de mon histoire, de mes croyances et autres, et de pouvoir rester dans l'instant, et ce qui fait que ça amène une forme de densité et une forme d'intensité qui amène vers des expériences en fait que le mental n'imagine pas. Alors qu'on peut retrouver éventuellement dans certains livres, dans le taoïsme, dans le tantrisme et autres, ce qui s'ensuit, mais le fait de l'expérimenter et de le vivre vient conforter en fait ces choses-là. Et ça, je crois que c'est aussi le champ de la communication. Et dans les effets de miroir à ces endroits-là, quand on vit des moments de cette intensité-là, il peut aussi arriver qu'il y ait une sorte de nettoyage émotionnel qui se fasse, parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant, mais dans une énergie d'amour, qu'il y a l'émergence en fait d'une émotion, il y a l'émergence en fait de quelque chose qui était cristallisé dans le corps, qui était bloqué, et ça peut amener en fait une forme de guérison aussi, en fait, une forme de pacification. Et c'est un thème à part entière en fait, vraiment qui est important. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est ça aussi, c'est mettre de la communication, et c'est quelque chose à nourrir en fait. C'est de prendre le temps de ça. Alors je ne mets pas de côté,
je ne bannis pas, ou les moments où on a envie de quelque chose de plus sauvage, de plus spontané, de plus rapide, ou j'en sais rien. Mais le fait, en fait, de prendre le temps et de se donner des moments où on va vraiment être focus sur cette rencontre très intime va permettre aussi, dans ce lien, de goûter des choses qui peuvent renforcer le lien et le fluidifier. Parce que finalement, dans tout ce qu'on a dit depuis le début, dans tout ce que j'ai dit, c'est que une fois qu'on a enlevé des miasmes de souffrance, une fois qu'on a enlevé tout ça, alors c'est sûr on arrive encore à trouver des choses qui sont encore plus en profondeur, mais une fois qu'on nettoie son âme, qu'on nettoie son être, ça laisse l'espace à y mettre beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de lumière, parce qu'on n'est plus en train de jouer des rôles éventuellement, et on n'a plus à se cacher. Et donc, on peut vraiment être concentré sur la relation, en fait, sur l'instant. Il n'y a pas une part de nous, en fait, qui est en observation, qui est en repli, qui est là et qui est dans la vigilance. On peut vraiment être pleinement présent à ce qui est. Et je crois que ce chemin, c'est ça qui se fait, en fait. Et le fait de rester, c'est pas une obligation de rester, hein, comme je l'ai dit, c'est juste mon histoire, c'est mon choix. Mais moi, ça m'a permis de transcender, en fait, des choses de mon histoire, enfin, qui m'en sont propres, ou que ce soit familial, ou que ce soit, en fait, sociétal, et des égrégores collectifs et autres. Le fait de rester m'a permis, en fait, de me nettoyer encore plus en profondeur de ce qui pouvait me freiner, en fait, dans mon être et dans mon expansion. Donc, il y a ce champ-là à nourrir. En fait, nourrir la relation, c'est qu'on on va dire, ouais, les gens disent, ah ouais, 25 ans, c'est beau, franchement, voilà. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. C'est pas de la chance, quoi, parce qu'en fait, je crois que c'est jamais gagné dans l'idée. Je me suis jamais dit qu'Amélie m'était acquise et que, voilà, c'est bon, tout va bien, il n'y a rien à faire, et on est ensemble, et c'est chouette, et voilà. Sur le chemin, on rencontre des choses, et puis on continue, en fait, d'avancer, même au bout de 25 ans. Et je pense que voilà, si notre chemin dans cette vie continue, on aura sûrement des choses encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et on fait ce chemin, et c'est comment on les traverse. On est beaucoup plus outillé pour pouvoir les traverser, on est beaucoup plus pacifié pour pouvoir les traverser. Donc, il y a quelque chose qui s'installe qui, du coup, est plus fluide, entre guillemets, plus simple. Et voilà, quand il a commencé, c'était pas du tout ça, il y a 25 ans. Moi, j'utilisais, par exemple, Amélie disait tout à l'heure, une sorte de chirurgie verbale, des fois pour faire mal, parce que je voulais qu'elle touche la souffrance que je vivais en lien avec elle. Enfin, je me revois, quoi, c'est OK, j'ai pacifié tout ça, mais. Donc, il y a quelque chose à nourrir, en fait. Et pour nourrir ça, en fait, le couple, quand on parle de couple divin, conscient, tout de suite, on voit quelque chose de très éthéré, de très fort, de très énergétique et autres. Moi, je crois que aussi ça se vit dans l'ici et maintenant, dans le corps et dans le quotidien. C'est-à-dire que les petites attentions, en fait, peuvent nourrir, en fait, pour moi, le couple divin. C'est-à-dire qu'il y a des choses de la vie qui sont très simples, de préparer un repas, même c'est ça qui me vient, mais même de dégiver le pare-brise de la voiture pour pouvoir partir tranquillement, de ramener une petite fleur de la forêt, un branchage qui est évocateur de quelque chose. À partir du moment où il y a l'intention, en fait, de se dire, tiens, quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a ramené à toi, et j'avais envie de te l'offrir, j'avais envie que tu touches le fait que je suis en joie d'être avec toi, et j'ai envie de le traduire de cette manière-là. Et que même quand je suis pas avec toi, il y a des moments, en fait, où je goûte dans ma vie des choses qui me ramènent à ce lien, et j'avais envie de te partager ça, en fait, et de le témoigner simplement. Et du jour, c'est pareil, quand je dis, c'est pas parce que pour ça qu'on ne doit pas offrir, je ne sais quoi, des bagues, des voyages, faire des grands trucs ensemble, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce qui m'anime aussi, c'est de le nourrir au quotidien. De pas forcément se dire, bon, on sait que dans 3 mois, on va s'accorder. Non, ça peut être chaque jour, et que ces petites choses, en tout cas, je crois, font aussi la solidité de notre relation, qui est une voie d'authenticité aussi. Certains parlent de vulnérabilité, mais c'est s'autoriser, en fait, à vraiment s'exposer vis-à-vis de l'autre. Et je crois que ce chemin de l'authenticité, il se fait avec tout ce qu'on a évoqué avant, quoi, la communication, la transparence. Il y a
un environnement de sécurité aussi à faire pour pouvoir être accueilli et accueillir l'autre. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de se dire les choses qui vont bien. Parce que bah, au début de notre relation, je crois que on a vite tendance à dire ouais, mais là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, tu l'as fait comme ça, tu aurais dû le faire comme ci. T'es comme ta mère, t'es comme ton père. Enfin, voilà, tous les trucs qu'on peut sortir en fait quand on n'est pas satisfait de la relation et que ça vient nous agiter. Et de temps en temps, le fait de dire aussi, mais voilà ce qui m'anime et ce qui me met en joie à rester en lien avec toi et j'ai envie de continuer ce chemin avec toi, c'est ça. Alors on peut le faire oralement, mais il y a un truc qui est sympa aussi, ou si c'est par pudeur, parce que je ne sais, voilà, on n'arrive pas et c'est plus compliqué de dire le positif, ou l'agréable, on va dire, que le désagréable. Eh ben, on peut l'écrire aussi, en fait. On peut faire des petits mots, on peut les mettre dans une boîte. Et puis, ben, quand l'autre se dit, mais puis, voilà, c'est pas possible, cette relation, j'y arrive plus, c'est trop dur, elle m'envoie que du négatif ou j'en sais rien. Eh ben, on va chercher la boîte, on va chercher l'écrit, et puis on relit, on dit, ah oui, bah oui, c'est vrai, elle vit ça aussi, elle a peut-être plus de mal à le dire en ce moment, ou il a plus de mal à le dire en ce moment, mais il y a ça qui est présent, en lui et qui fait ou en elle, c'est ça qui fait qu'elle a envie de rester en lien avec moi. Donc une boîte avec les choses agréables. Et puis, ça nous permet, nous aussi, en conscience, de dire, bah oui, qu'est-ce qui m'anime, en fait, de rester en lien avec cette personne? Parce qu'il y a ça aussi, quoi. C'est l'idée de se dire, pourquoi nous et pourquoi on reste ensemble, quoi. Pourquoi on continue ce chemin de la vie ensemble dans cette vie-là. L'idée de se relier sur tous les plans, bah, je l'avais dit un peu tout à l'heure, bah, il y a le plan du corps, on va dire, par rapport à... donc, l'idée, c'est même au quotidien, de prendre le temps, en fait, d'un rapprochement, d'un câlin et d'un moment de tendresse, plusieurs dizaines de secondes, à vraiment en étant en conscience et de goûter cette énergie-là. Voilà, ça prend moins d'une minute, mais ça vient nourrir en fait pour moi la relation. L'émotionnel, ben, c'est ce qu'on disait un peu, c'est de confier qu'est-ce qui nous met en joie en fait d'être en lien avec cette personne. On peut prendre aussi l'expérience de se mettre 4 minutes les yeux dans les yeux, 5 minutes quoi. Est-ce qu'on nourrit en fait la base de notre histoire, parce qu'après, des fois, on a les enfants, on n'en a pas parlé, ben, nous, on l'a dit, on a 5 enfants, bon, dans les étoiles, mais après, il y a les enfants qui arrivent. Mais des fois, on s'occupe, on hyper focalise sur les enfants, et puis après, il y a le boulot, et puis après, il y a la logistique de la maison, il y a l'administratif, tous ces trucs-là, et le couple, il vient en retrait. Mais le couple, c'est la base, en fait, de tout ça, de cette structure. Donc, il y a une sorte d'astreinte, en fait, de discipline à avoir, de prendre soin de ce socle, pour pas que parce qu'après, sinon, à un moment donné, tout s'effondre. Même si on tient avec des bouts de ficelle, des scotch ou je ne sais quoi, et à un moment donné, si on n'a pas pris soin de la base, tout s'effondre. Donc l'idée, c'est vraiment de s'accorder des moments où on prend soin de notre couple. Et, et c'est vrai que si on se dit, ah bah oui, on va attendre 6 mois et d'avoir un week-end de 3 jours ou partir une semaine ou je sais pas quoi, bon, bah, des fois, on se dit, bah, on peut pas, parce que là, je dois faire ci, je dois faire ça, bah oui, ce truc-là à faire. Mais si on s'accorde 5 minutes, bah, pour le mental, des fois qu'il défend, bah, c'est peut-être plus simple. Hein. Ou prendre 4 minutes, ou s'accorder un repas un soir et on peut manger les enfants plus tôt, ou je ne sais quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de le nourrir et de prendre soin de cette relation. Je crois qu'elle dure parce qu'on en prend soin. Et pas la délaisser et puis de se dire, bon, bah, c'est gagné, quoi. On est en couple et on s'est dit oui si jamais on a fait le chemin du mariage ou je ne sais quoi. On s'est dit oui, donc c'est bon, quoi. Bah oui, on s'est dit oui à un instant T, avec qui on était, avec ce qu'on savait de nous, de ce qu'on savait à peu près de l'autre, et puis ben, on avance, mais ouais, sur le chemin, il y a plein de trucs qui vont se passer. Et puis dernière chose, je crois qui fait que, en tout cas moi dans mon expérience, et je crois qu'il nourrit les couples, c'est d'avoir des projets communs. En fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une intersection commune, pas obligé d'avoir tout en commun, c'est pas forcément une union, et on est tout pareil, et voilà, mais une intersection commune qui fait qu'à cet endroit-là, on met nos énergies, on se retrouve, il y a de l'effervescence, on met en œuvre en fait nos habiletés réciproques, on met en œuvre en fait les échanges, et puis il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui se construit. Et je crois qu'aussi ça c'est important aussi de se trouver des projets communs qui fait que bah voilà, il y a une intersection commune qui est nourrie. Et puis, bah, la réalisation, la co-réalisation ensemble, c'est chouette aussi de se dire, bah oui, on a bâti ça ensemble, quoi. Nous, voilà, je crois qu'on a une expérience autour d'une école, par exemple, voilà, d'une école alternative, d'une école démocratique. Et pendant 5 ans, Amélie a impulsé ça, mais on a co-construit ensemble. Et ça a été très fort, ça a été très puissant. Et puis voilà, puis on a d'autres choses. Aujourd'hui, ben voilà, on est devant vous aujourd'hui, on co-anime ensemble, on accompagne. Et
on intervient l'un ou l'autre en fait dans ce que fait l'autre, enfin de ce que fait le partenaire. Et ça nourrit aussi en fait de partager. On chante ensemble. Donc on danse ensemble et qu'est-ce qui nous anime quoi. Et puis après on a nos espaces réciproques pour respirer, pour réfléchir à l'autre. Bon voilà, j'ai parlé beaucoup, mais voilà ce que je voulais dire pour nourrir la relation. Mais bon voilà, ça fait partie de tout ce qui, en tout cas moi, m'a aidé et je crois qui vraiment aide à faire perdurer la relation. C'est pas forcément un objectif en soi de faire perdurer, mais qu'est-ce qui nous anime à la faire perdurer en fait. C'est pas l'idée, il faut qu'on reste ensemble, c'est on choisit de rester ensemble parce que ça nous nourrit, quoi, parce que ça nous apporte quelque chose. Voilà, c'est plus cet angle-là que je voulais aborder. Ben, moi, dans ce domaine-là, je rajoute juste 2-3 petites choses. Quand il parlait de s'autoriser des moments à deux, je crois qu'il y a aussi un truc qui était important pour nous, c'est comment on est devenu parents très tôt et très rapidement dans notre histoire de couple. On a eu la chance d'avoir des parents quand même sous la main, pas trop loin, et de s'autoriser régulièrement à partir un week-end ensemble. Et on l'a fait à peu près au moins 2 fois par an, même quand ils étaient petits. Et c'était vraiment des bouffées d'oxygène parce que ces moments-là où on se retrouvait tous les deux, on pouvait vraiment être complètement disponible dans tous les plans, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel et au niveau de l'espace pour le couple. Donc après, voilà, on fait comme on peut en fonction de ce qu'on a comme possibilité, mais nourrir de petits moments où on se retrouve qu'à deux, quand on a 4 enfants qui bougent autour de nous et qui nous sollicitent en permanence, c'est aussi prendre soin du couple d'une certaine manière et de se dire, on va se nourrir en s'excluant de cet endroit envahissant pour aller se retrouver enfin un peu tous les deux, quoi. Donc, il y a ça. Après, je voulais aussi parler de l'espace personnel parce qu'on a parlé beaucoup de ce qu'on faisait à deux, etc. et tout, mais on a aussi cette force, je pense, c'est qu'on s'autorise facilement l'un et l'autre à partir sans l'autre pour aller vivre un moment avec des amis, pour aller vivre une formation ou un stage, pour aller souffler. Moi, je suis partie en septembre 2-3 jours pour aller souffler loin de la famille parce que j'avais besoin vraiment de me ressourcer et je suis restée toute seule pendant 3 jours dans un endroit. Ça m'a fait une retraite personnelle, ça m'a fait un bien fou. On a la possibilité aussi de s'aérer et de partir du couple pour revenir dans le couple, enrichir, ressourcer et puis pour avoir de nouvelles choses à partager ensemble parce que si on est collé tout le temps l'un à l'autre, on n'a plus grand-chose, on ne peut avoir grand-chose à se dire parce qu'en fait, on n'a pas été enrichir le couple en allant chercher des choses à l'extérieur pour venir nourrir le couple à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir avoir cette liberté aussi et cette confiance de pouvoir s'extraire du couple et revenir dans le couple sans que ça soit un problème, une insécurité ou une difficulté pour l'autre. Donc ça, c'est aussi des choses qui se travaillent. Hein. Donc, pour pouvoir justement se libérer de ce qui nous emprisonne et ce qui nous coince, à pas oser laisser l'autre vivre sa vie ou s'aérer. Et puis, je voulais revenir par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur la sexualité tantrique, le slow sex, le partage dans la sexualité. Moi, je vis vraiment les choses maintenant. Alors, j'ai l'impression que c'est pareil, il se joue énormément de choses dans cet espace. Il y a bien sûr le fait de refusionner, de se retrouver, de se rapprocher, de vivre quelque chose d'intense dans le corps ensemble. Mais il y a aussi, j'ai l'impression que maintenant, cet espace est devenu vraiment un espace de guérison à part entière, où il se vit des choses sur le plan énergétique, où il y a des circulations d'énergie, où ça peut arriver qu'on s'arrête et qu'ils mettent une main sur une zone de mon corps parce qu'en fait, quand on est dans une telle proximité de l'autre, qu'on sent finalement les blocages, les difficultés, les choses que l'autre peut avoir et qu'on peut aussi prendre soin de l'autre dans cet espace-là. Et puis aussi, au niveau émotionnel, moi, ça m'arrive, comme j'ai des fois du mal à libérer moi, l'émotion qui reste encore beaucoup figée en moi, c'est la tristesse. J'ai beaucoup de mal à l'accueillir. Et du coup, c'est très souvent que lors d'une relation sexuelle, à la fin, j'ai la tristesse qui s'autorise enfin dans cet espace tout amour à se libérer, à sortir. Je me mets à pleurer, ça me libère. Et lui, il a l'habitude. Il ne se dit pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle pleure? Il me prend dans ses bras, il me réconforte et puis je peux libérer mon émotion à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, voilà, je voulais réinsister là-dessus parce que la sexualité, c'est pas juste de la sexualité, quoi. Il se passe autour de ça énormément de choses qui peuvent faire partie de la médecine du couple dans cet endroit-là aussi. Je crois que là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour nourrir le couple. Donc, on va arriver vers la fin de ce qu'on avait à vous partager, mais j'avais envie quand même qu'on termine en disant qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on est en difficulté dans son couple, comme il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on est en difficulté avec soi-même.
soit aller voir quelqu'un, chacun de son côté individuellement. On l'a fait plusieurs fois, nous, dans notre histoire, pour réparer nos blessures qu'on avait conscientisées et qu'on avait besoin de réparer chacun. Mais on peut aussi se faire accompagner à deux dans une thérapie de couple, un accompagnement du couple. Parce que parfois, on a trop le nez dans le guidon et on ne voit pas, on n'a pas l'objectivité de voir. Et du coup, d'avoir un médiateur ou quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir nous aider à prendre conscience des jeux des jeux de pouvoir qui sont en train de se faire dans la relation, de mettre en lumière les blessures de l'un ou de l'autre qui ont besoin d'être travaillées ensuite en individuel. Et puis de médiatiser la communication, comme on disait tout à l'heure, quand c'est trop intense, nous, on a trouvé l'idée de s'écrire. Mais si on n'y arrive même pas par écrit, bah, quand il y a un médiateur qui est là, on va moins s'aboyer dessus parce qu'on va quand même se maîtriser un peu plus et on va peut-être pouvoir plus facilement parler. Et puis parfois, quand on n'arrive pas à entendre ce que l'autre dit parce qu'il y a trop d'émotionnel, la personne qui médiatise la communication va reprendre la phrase et va la dire. Et comme c'est elle qui le dit et qu'avec cette personne, il y a une neutralité, on n'a pas d'émotion avec elle, on va entendre les mots beaucoup plus facilement que quand ça venait du partenaire. Donc, c'est hyper important de ne pas attendre d'arriver à un point de non-retour et que ça devient trop tard parce que les sentiments étaient érodés et que c'est arrivé à un point où on n'a même plus envie de faire l'effort de réparer quoi que ce soit. Que quand ça commence à vriller et que ça devient difficile et qu'on ne trouve pas d'issue, bah, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur du couple. C'est vraiment hyper important. Nous, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, bah, on accompagne des couples en individuel, ça nous arrive régulièrement, mais on a aussi décidé d'offrir aussi toutes ces connaissances qu'on a maintenant, toute cette expérience. Donc, on organise 2 fois par an des stages sur des week-ends où on accueille des couples qui ont envie de venir pour prendre conscience de certaines choses ensemble, mais aussi pour se relier. C'est un espace pendant 3 jours où là, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le travail, il n'y a rien autour et on a vraiment ce moment, c'est ce que nous disent souvent les couples, que c'était hyper important de se retrouver là à un moment donné où on vient et on dit « je te choisis ». Je choisis de dédier ce temps-là exclusivement à notre couple. Donc, c'est hyper, hyper fort aussi quand on peut s'offrir des moments comme ça. Et là, on va aller goûter en profondeur à la relation dans tous les domaines. Les week-ends qu'on organise, on appelle ça reliance consciente parce qu'on va se relier. Le premier jour, on va se relier au niveau émotionnel et au niveau de la communication. Le deuxième jour, on va se relier plus au niveau corporel, avec tout un tas de pratiques qu'on propose. Et le dernier jour, on va se relier sur le plan plus énergétique et d'âme à âme avec des pratiques énergétiques, des choses qui vont nous amener à ensemble goûter à plus grand que soi. Donc, c'est hyper, hyper important. Alors, avant de vous laisser la parole pour vos questions, vos échanges, etc., je voulais vous partager 2 liens. Hop. Donc, celui-ci, c'est le lien vers nos week-ends. Là, le prochain, il est au mois de mars. Et le deuxième, c'est notre site internet commun. On a un site internet commun tous les deux. Et dans ce site internet, il y a cliquez sur Sébastien, cliquez sur Amélie pour aller vers le site de chacun. Mais voilà, il y a un espace commun et un espace personnel aussi dans nos sites internet. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour mieux vous voir. Je vais rallumer, vous donner la possibilité de rallumer les micros si vous avez envie pour qu'on puisse échanger. Si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez le faire aussi bien sûr par le chat si vous préférez, mais vous pouvez aussi prendre la parole et venir nous partager ou nous parler en direct par la voix si vous en avez envie. On est tout oui. Est-ce que ça marche les micros? Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de rallumer pour voir. Normalement, je vous ai redonné la main. Merci beaucoup pour Merci Alice, avec plaisir. Merci Véro, avec plaisir également. Bon, moi, comme je l'avais dit, c'est voilà, c'est mon expérience que je viens de présenter là, à cet endroit, et j'aurais tellement à dire forcément en 25 ans de relation. Voilà. Après, s'il y a des choses que vous aimeriez avoir des précisions en fait sur un outil, une pratique qu'on a évoqué, ou s'il y a quelque chose qui n'était pas explicite pour vous, merci à chacune pour vos retours. Merci pour tout ça. Et voilà, n'hésitez pas, quoi. Ah oui, j'entends, oui, ouais, je vois. Je vois, mais je vois pas bien. Je vois Karel, pardon.
bah oui, je comprends l'histoire, mais en fait, dans les histoires de couple, c'est vrai qu'on peut faire le chemin aussi sur des couples que l'on a eu en fait. On peut être très bien célibataire à l'heure d'aujourd'hui, mais faire le bout de chemin pour se dire mais qu'est-ce que j'ai vécu en fait avec cette personne-là. Qu'est-ce que j'avais envie de faire en fait pour me pacifier, pour aller visiter, mettre du discernement, mettre de la clarté sur ce que j'ai vécu avec cette personne. Parce que je crois que ce qui aide dans ce chemin-là, c'est vraiment de se dire la prochaine fois que j'aurai envie d'être en lien, ou bah, c'est pour l'instant c'est fermé, mais est-ce que c'est fermé parce que bah, voilà, j'ai pas envie d'être ouverte à une relation qui pourrait se présenter? Est-ce que tout qui est en mon pouvoir, en fait, en ma souveraineté, de venir penser mes blessures, traverser mes souffrances, enlever certaines croyances, me libérer de la lignée, enfin, pour les femmes et pour les hommes aussi, en fait. Il y a vraiment des histoires de lignée aussi, comment ça se passe dans mon histoire aussi en tant que fille intérieure ou petit garçon intérieur, dans le modèle parental que j'ai eu. Est-ce que ça impacte encore fortement mon histoire d'adulte aujourd'hui? Bah oui, il y a tout ça qu'on peut faire aussi, même si on n'est pas en couple. Enfin, pour moi, le couple, c'est pas une vocation en soi. J'allais dire, on peut lire des choses là-dessus. Mais comme je l'ai dit, moi, je reste en lien avec Amélie parce que ça me nourrit. Et c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Je suis pas en train de dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, en fait, l'idée, c'est de se dire, je fais ça parce que ça me fait plaisir, en fait. Un coup, mes ruptures quand l'autre. Oui, bah alors oui, le fait de pas se confier. Alors, pardon, j'ai pas vu, c'est-à-dire Sissou, bah oui, ce qui est complexe, c'est ça aussi. Enfin, moi, je dis ça, c'est pas pour blâmer les hommes, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est complexe. Moi, j'ai essayé de mettre une partie de mon énergie, ça, à libérer la parole de l'homme, et enfin des hommes, pour qu'ils puissent s'autoriser, en fait, à mettre à l'extérieur ce qui vit en eux. Qu'au nombre de fois où j'ai entendu, oui, pas de conflit, je vais dans ma grotte, je veux le fuir, je confonds la puissance et la violence. Je m'autorise pas à pleurer, donc la tristesse, c'est pas acceptable. Libérer la parole, je crois qu'il y a vraiment. Alors ça vaut aussi bien sûr pour les femmes, mais en tout cas moi de mon point de vue, de ce que j'ai vu en fait et de ce que je vois, il y a vraiment aussi pardon un chemin de pacification et de réconciliation à faire entre les hommes et les femmes. Il y a Oui, il y aurait tellement à dire, mais je comprends la frustration. Et quand je dis je comprends, c'est que je me relie de cœur à cœur avec ça, la frustration de se dire quelqu'un qui est fermé, en fait. Et après, c'est dire, mais qu'est-ce qui fait que cet être est fermé? Pourquoi il ne s'autorise pas, en fait, finalement? Alors, je fais beaucoup ce mouvement-là, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur, pour déposer, exposer, en fait, ce qui vit en lui. Pourquoi il ne s'autorise pas ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est enfermé dans quelque chose? Ouais, le site internet, bah, ouais, éventuellement, ouais, Amélie, ok, bah, ça marche, j'ai pas vu. Ce que je voulais ajouter, moi, par rapport à ce que disait Karel tout à l'heure, c'est effectivement ce qui est super intéressant. Et moi, même si je cheminais 25 ans avec Sébastien, j'ai quand même eu quelques histoires de couple avant lui. Et dans ce travail de cheminement sur moi et le couple, j'ai aussi revisité mes histoires précédentes pour voir ce qui s'était joué, pour moi aussi progresser et comprendre qu'est-ce qui s'était mal passé et pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Et je crois que quand on quitte l'autre au début, pour se convaincre qu'on a bien fait de s'en aller, parce que bah voilà, faut faire le deuil de cette relation. Donc pour s'en convaincre, souvent on se dit, oh là, j'ai bien fait de partir, c'était vraiment un sale con. Et puis de toute façon, j'aurais jamais pu fonctionner avec lui parce qu'il est comme ci, comme ci, comme ça. Et on va s'auto-convaincre finalement que tous les problèmes venaient de cette personne du passé, quoi. Et moi, je sais que j'ai fait ce travail, ce chemin d'aller revisiter tout ce qui s'était passé avec plus d'objectivité et aussi en essayant d'y voir un peu plus de discernement et de reprendre ma responsabilité dans ce qui s'est mal passé. Et je trouve que c'est hyper constructif parce que à travers le fait de revoir tout ce qui s'est mal passé et de se remettre en question, ça va aussi nous donner des occasions d'aller réparer des choses à nous qu'on n'aura pas forcément besoin du coup de revivre avec la prochaine personne qu'on va rencontrer. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, donc, Cara, tu disais l'enfance, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent à cet endroit-là. Et si vous voulez, moi, j'ai quelque chose en fait en moi qui a vraiment cœur à mettre de la pacification entre les hommes et les femmes, à mettre quelque chose pour qu'on puisse co-construire à nouveau ensemble avec toute l'histoire et tout ça. Mais donc, j'ai fait une petite méditation aussi, une petite visualisation pour amener de l'amour aux petites filles intérieures qui vivent en chaque femme, en fait. La petite fille intérieure qui vit en chaque femme,
pour vraiment aussi aller faire ce chemin en fait de réparation intérieure, faire ce chemin de don, du pardon pour se libérer de la toxicité qui vit en nous. Bon, ça c'était une aparté. Et quand je vois en fait, ouais, Sabine ou Alice, il y a ça pour moi la communication et le fait d'exprimer ses émotions, le fait de pouvoir, oui, il y a quelque chose à mettre en œuvre en fait pour libérer la parole, pour apprendre à faire ça en fait dès le plus jeune âge, en fait, s'autoriser à. Et on peut avoir peur parce que le fait de faire ça, c'est qu'on s'expose, on se met à nu, on se dévoile et on a toujours la peur en fait de qu'est-ce qui va venir en face en fait. Donc il faut créer ces espaces en fait pour que ce soit le plus bienveillant possible, le plus en amour, le plus en sécurité. Et mais j'ai la conviction que c'est possible, mais c'est pour ça qu'on œuvre aussi là-dedans, quoi, avec humilité, avec notre histoire, ce qu'on a appris. Mais il y a tellement de belles choses en fait qui se passent. Et il y a des couples, je crois, qui prennent conscience qu'en saupoudrant à certains endroits, en se donnant le temps en fait d'aller visiter certaines choses, ils vont pouvoir donner une dimension à leur relation qui va mettre en fait de la beauté, de l'intensité, qui va permettre de goûter la vie différemment. Et je crois que, comme je le disais tout à l'heure, ça prend du temps, il faut mettre de l'énergie à cet endroit. C'est clair qu'il peut y avoir la frustration de se dire il faut qu'on soit deux pour ça. Mais moi, j'invite aussi à se dire mais qu'est-ce qui fait que l'autre n'a pas envie en fait? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est des injonctions fortes en fait qui sont là? Et qu'est-ce qui m'anime à rester en lien en fait avec cette personne? Donc ouais, j'allais dire, enfin moi, ça bouillonne en moi. Je me dis, il y a tellement à faire. Et puis en fonction de chacun, en fonction de l'histoire de chacun. Je vous ai mis ma chaîne YouTube parce que Sébastien parlait tout à l'heure de petites vidéos, etc. Moi, j'ai fait un audio, mais alimenté avec des photos sur les hommes et leur enfant intérieur et leurs blessures intérieures et le pourquoi ils se referment et ils communiquent plus. Si ça vous intéresse, je vous invite si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une rubrique thérapie holistique et dedans, il y a cette vidéo qui s'appelle l'homme et son enfant intérieur. C'est une histoire que je raconte qui est fictive, bien sûr, mais qui est un assemblage de tout ce que les hommes ont pu me raconter en thérapie sur leurs blessures, sur leurs difficultés à communiquer, sur ce qui se passe en eux. Et je vous propose, si vous en avez envie, en tout cas, de mieux comprendre ce qui se passe pour eux et peut-être du coup de pacifier certaines choses, d'aller écouter cet audio. Et effectivement, quand on voit, nous, les couples qui viennent dans les week-ends, ou parfois, alors parfois il y en a, ils viennent, ils veulent juste nourrir leur couple, puis parfois il y en a, ils viennent parce que c'est la dernière chance ou sinon ils se séparent. Et il y a toutes sortes de couples. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'au fur et à mesure du week-end, au fur et à mesure de la reliance et au fur et à mesure où ils regouttent le contact plus profond l'un avec l'autre, il y a des choses qui se réallument, qui se réaniment et ils repartent confiants en se disant je sais maintenant on sait maintenant comment on peut faire, quoi. Et ça, c'est vraiment beau parce que nous, ce qui nous tient à cœur, parce qu'on a énormément d'amis qui nous annoncent des fois autour de nous des séparations, des divorces, c'est que parfois il y a des telles souffrances et il y a tellement d'amour. C'est juste qu'on n'a pas les moyens, on ne trouve pas comment faire et que du coup, ça finit par nous user et on finit par se quitter. Et on se dit, mince, c'est tellement dommage, s'ils avaient eu cet outil-là, s'ils avaient connu ce truc-là, s'ils avaient pu faire ça, peut-être que ça aurait permis qu'il n'y ait pas toute cette souffrance, en fait. Donc voilà. Ouais, je vois Sissou ce que tu mets, il se confie à moi maintenant que nous ne sommes plus ensemble. Enfin, il y a plein de choses, après tout ça sera dans le champ des suppositions, mais le fait d'être en face de toi et d'avoir toute cette intensité émotionnelle. Moi, il y a un homme que j'ai entendu il y a encore quelques jours, il se dit, mais moi j'ai peur en fait d'être débordé par mon émotionnel et ça devienne violent en fait. Et il y a une confusion entre la puissance de dire les choses, de ce qui vit en nous, posément, de manière alignée, et puis de se dire, mais si ça me déborde, c'est tellement violent en moi, il y a tellement de souffrance, et peut-être eu égard à mon histoire, à ma mère ou à je ne sais quoi, que si je commence à m'exprimer, mais est-ce que ça va déborder, quoi? Est-ce que finalement ça va amener vers de la violence et donc le conflit, je le fuis en fait. Je n'arrive pas à lui parler. En fait. C'est pour ça qu'éventuellement les écrits, le fait de poser sur le papier, c'est ce que je dis à certains des fois, poser sur le papier. Est-ce que déjà ça c'est acceptable? Est-ce que c'est possible? Plutôt que d'être en face de l'autre avec une intensité émotionnelle. Il y a quelque chose de très fort en fait quand on est en face de l'autre. D'autant plus s'il y a quelque chose qui se joue en lien. Le miroir est très proche, il est juste là. Alors des fois, d'aller un peu plus loin que le miroir, bon, il est toujours présent d'une certaine manière,
mais le fait de s'éloigner du miroir permet aussi de diminuer l'intensité émotionnelle et puis de remettre de la conscience à ce qui se vit en nous, à ce qui se joue. Et si je le mets à l'extérieur de moi, toujours ce mouvement, est-ce que l'écrire, en fait, me fait déjà prendre un peu de distance par rapport à ça? Est-ce que ça me libère? Donc, oui, bah, des fois, c'est plus simple, malheureusement, j'allais dire, de se confier quand on n'est plus ensemble que quand on l'est. Mais comment on fait pour faire un chemin, pour se dire, ah bon, ben, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en œuvre parce que j'ai à cœur à rester en lien avec cette personne, qui soient plus accessibles, plus acceptables que le fait de faire un échange face à face avec tout ce que ça comporte, parce qu'aujourd'hui, j'en suis pas capable. Moi, je voulais ajouter aussi, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les couples qu'on reçoit pour les week-ends. Il faut aussi savoir que la plupart du temps, parce que vous voyez que Sébastien, c'est pas le cas, les hommes sont non-verbaux. Ça veut dire… Je suis un contre-exemple. La plupart du temps, les hommes c'est pas leur voie de communication privilégiée, le langage. Et ça, on l'a beaucoup évoqué avec des hommes qui sont venus en couple pour les week-ends. Et en fait, ce qui était aidant dans la formule qu'on propose pendant le week-end, c'est que comme il y a un moment pour la communication verbale, il y a un moment pour le corps et il y a un moment pour l'énergétique, la partie corps était hyper importante à ce moment-là pour les hommes, parce que par le toucher, ils arrivaient à retrouver un contact et ils pouvaient repartir dans la communication avec leur femme. Parce que le langage, ils sont pas toujours habiles, mais ça vient vraiment de l'éducation et de la façon dont les hommes sont. Si vous regardez l'audio dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça vient vraiment de comment on les conditionne enfants. Du coup, la femme attend de lui qu'il parle, parce qu'elle a envie de rentrer en intimité avec lui, de mieux le comprendre, de savoir ce qui se passe en lui. Donc, elle va sans arrêt chercher l'échange verbal. Et comme lui, il est hyper malhabile et hyper mal à l'aise dans le verbal, et des fois, il a même du mal à s'introspecter pour aller voir qu'est-ce qui se passe en lui pour pouvoir l'expliquer à l'autre. Mais du coup, il fuit parce qu'il est mal à l'aise dans ce registre-là. Et donc, ça peut être parfois aidant de se dire pendant quelques minutes, on communique plus verbalement, on arrête tout ça. On essaie de retrouver un contact juste en se touchant. Alors, je ne parle pas de sexualité, là, je parle même d'un toucher. On se donne la main, on se prend dans les bras, on se fait un massage où on leur fait découvrir aussi les sensations du toucher du corps de l'autre en pleine conscience. Et on va retrouver un lien par le corps. Et à partir de ce lien par le corps, l'homme est rassuré, en sécurité. Et là, il va commencer à pouvoir mettre des mots. Donc, c'est vraiment très complexe, ces histoires-là. C'est pas seulement ils veulent pas parler, c'est qu'il y a vraiment un empêchement quelque part parfois à l'intérieur d'eux à parler. Et ça, je vous dis ça aussi parce que j'ai accompagné aussi en thérapie beaucoup d'hommes en individuel, et c'est issu de tout ça aussi que j'ai ce retour-là à vous faire. Je crois qu'il y a un rapport au corps quand j'entends Amélie dire ça. C'est de ramener de la douceur, en fait, pour l'homme dans son corps, l'endroit où il vit son émotionnel. Et c'est avec cette douceur et cette tendresse où il va pouvoir éventuellement la remettre en mouvement à l'extérieur. Parce que bon, moi, il y a un livre en ce moment qui est celui de Bernard Chomeil qui s'appelle « Tu seras un nouvel homme, mon fils ». C'est comment libérer le masculin en fait, des injonctions en fait, qui pèsent sur lui. Et quand on voit en fait, toutes les injonctions, alors l'idée, c'est pas de, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, quoi, c'est pas de déresponsabiliser les hommes, dire oh là là, mais c'est de voir aussi que il a fait l'équivalent pour les femmes en amont, en fait, pour se libérer des blessures transgénérationnelles et des lignées pour les femmes. Et après, il a écrit le livre pour les hommes. Mais comment des injonctions peuvent peser tellement fort, en fait, sur un homme dès tout petit garçon, qui fait que l'histoire de la communication qu'on évoque tout à l'heure quand il est adulte, ben, c'est impossible, en fait. Par exemple, le ne pleure pas, qui est une injonction très très forte encore et très prégnante chez les hommes, le sois fort. Et puis après, il y a plein d'autres choses en fait qui gravitent autour de ça, quoi. Ne pas se dévoiler, ne pas parler, ne pas. Donc l'idée, c'est pas de se dire ah bon bah c'est pas de leur faute, c'est juste de se dire est-ce qu'il y a ça qui est en conscience, de mettre une lumière à cet endroit, et de dire mais comment je peux faire moi pour l'aider et l'accompagner afin qu'il puisse se libérer de cette injonction et puis libérer sa parole dans une manière où il pourrait être en sécurité. Mais tout ça, on retravaille ce qu'on disait, quoi. L'histoire des blessures de l'enfant intérieur, les histoires de vie, les histoires avec les parents, avec l'endroit où on est né, notre culture, l'aspect éventuellement religieux et autres. Donc c'est comment on met de la conscience déjà sur quelque chose. Parce que moi, ce que je vois malheureusement, c'est que souvent les hommes en fait se mettent en mouvement, et même dans les stages qu'on fait en couple,
c'est parce qu'il y a un ultimatum, en fait. Ils sont presque même plus au pied du mur, ils sont presque dans le mur. Et c'est une fois seulement dans le mur, en fait, qu'ils vont faire quelque chose. Et on l'a sur l'aspect de la maladie, on l'a sur l'aspect du couple, avec les ruptures, et sur tout un tas d'autres choses, en fait. Et moi, ça me touche parce que je me dis, mais c'est quand même fou, quoi. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne prennent pas soin d'eux, de la relation, et il faut qu'ils aient le nez, en fait, dedans, en fait. Il faut qu'ils soient dans le mur pour se dire, ah bah ouais, tiens, je me rends compte, c'est dans le mur. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de violence avant de se dire, bah oui, je peux prendre soin. Et voilà, et je blâme pas, hein, je les blâme pas. Et moi-même, en fait, j'ai vécu ça, et au début, c'était ça, quoi. Je vais attendre, en fait, que vraiment, vraiment, qu'est-ce qui fait que j'avais peur, en fait, du conflit? Est-ce que j'avais peur de visiter intérieurement ce qui était en moi, en fait? Et le conflit, bah, il pouvait y avoir aussi la forme de se dire, l'alignement, en fait, le, la puissance d'alignement, et c'est différent de la violence. C'est des choses différentes. Donc, voilà, c'est pareil, je crois qu'il y a ce livre, en tout cas, donc Amélie vient de le mettre, et il y a l'équivalent pour les femmes aussi, j'ai pas vu, mais il y a la même chose pour se libérer des lignées. Ça permet d'essayer de comprendre aussi ce qui peut se vivre chez votre compagnon, votre partenaire ou votre homme. Se dire, mais tiens, est-ce que c'est ça qui vivrait? Et souvent, il y a aussi une piste pour déprogrammer, en fait, déprogrammer cette injonction et l'accompagner dans cette dynamique-là. Parce que le fait de l'accompagner va servir le besoin de la femme d'avoir cette communication et que ça puisse circuler. Donc, ça sert aussi l'intérêt de la femme d'accompagner d'une certaine manière l'homme, non pas pour lui faire plaisir, non pas pour lui dire, bon, bah, tu sais pas le faire par toi-même, tout ça, mais pour nourrir en fait la relation, parce qu'elle a cœur à ce que cette relation soit nourrie. Et bien sûr, après, bah, il faut que l'homme aussi, lui, il ait le mouvement de faire ça, et il y a tout ce chemin. Mais il y a quelque chose qui est très, très complexe là aujourd'hui. Ça bouge, mais c'est plus complexe. On l'a vu aussi dans les week-ends où parfois il y a des hommes qui arrivent là, on sent vraiment presque qu'ils se sont fait traîner là. Ils arrivent le premier jour un peu fermés. Quand on fait un tour de parole, ils ont du mal à prendre la parole. C'est vraiment quelques mots. Il y a une fermeture dans la posture du corps. On sent que vraiment ils sont là, mais ils sont hyper mal à l'aise à l'idée d'être là. Et en fait, au fur et à mesure du temps, même rien que à la fin de la première journée, petit à petit, comme il y a une sécurité qui s'installe, ils sentent qu'ils sont en sécurité, ils voient qu'il y a d'autres hommes qui sont là, ils voient qu'il y a d'autres couples qui sont en difficulté, qu'il n'y a pas que c'est pas compliqué, si compliqué que ça d'être là, etc. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et c'était magnifique parce que au bout de quelques jours, on le voyait rayonnant, il communiquait, il parlait pendant plusieurs minutes, alors qu'au début, il y avait 2 mots qui sortaient. Enfin, c'est aussi quelque part parfois, moi, en tout cas, je le vis comme ça, les secouer un petit peu au démarrage, mais pour que eux, ils puissent découvrir après que ça peut aussi leur faire du bien finalement. Mais après, on ne peut pas les forcer non plus, et s'ils n'ont pas envie, on ne peut pas les obliger, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un chemin. Je pense que nous, les femmes, on est naturellement faites pour s'intérioriser, pour aller s'introspecter. Ça fait partie du féminin sacré. Et donc, parfois, ça peut être guider et inviter l'homme sur ce chemin qui n'est pas évident. Ok, merci. Bon, on va réfléchir à la technique pour la diffuser dans le ciel. C'est un écran géant. Non, merci pour ça. Et puis voilà, moi je vous dis ça aussi avec humilité. Et je vois juste au-dessus aussi, pardon, je ne vois plus, c'est Sabine, je crois. Oui, tu disais, c'est comme il est otage. Je crois qu'il y a vraiment ça. Franchement, les injonctions, c'est comme s'il était enfermé, quoi. Il y a une part de lui, je suis sûr, qui sait qu'il est enfermé. Et moi, je fais des entretiens découvertes, en fait, pour essayer de... Ça engage à pas grand-chose, mais déjà de faire le pas au téléphone. Il y a vraiment quelque chose qui est complexe à faire le pas, en fait. Je crois à initier quelque chose et à se mettre en mouvement. Et finalement, c'est le côté masculin de l'homme à cet endroit-là, pour prendre soin, en fait, de son féminin, de tout le côté accueil, émotion et autres, qui est difficile, en fait. Mais le fait de se retrouver... Alors, il y a des cercles d'hommes aussi, c'est pareil, mais il faut faire le pas, en fait, d'y aller. Et une fois que c'est fait, moi, ce que je constate, c'est que c'est démystifié, en fait. J'allais dire, l'homme qui avait été plein de freins, mais jusqu'à la veille au soir, des fois à minuit, alors que le stage commence le matin à 9h, il y a des gars qui m'ont dit, mais non, moi j'ai dit, j'y vais pas, est-ce qu'il s'ensuit? Et il me confie ça. Et puis après, une fois, au bout d'une journée, 2 journées, il se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est pas, voilà, pour glorifier. Mais souvent, il y a une démystification. Et même le fait d'en parler, de dire quelques mots, de faire même un entretien de quelques dizaines de minutes, ça démystifie.
ça enlève en fait une croyance énorme, comme s'il y avait une coque et tout était enfermé dedans. Et ça ouvre la porte à se dire, ah bah tiens, finalement, si j'ai fait cette première marche, pourquoi pas en faire une autre? Et c'est comment on instille doucement en fait le fait de se dire, mais tiens, c'est pour toi avant tout. Moi, je dis aux hommes, c'est pour toi avant tout que tu fais ça. C'est pas pour tes enfants, c'est pas pour ta compagne, c'est pas pour ta famille. D'abord, fais-le pour toi, en fait, pour te pacifier, pour te guérir, pour te libérer de tes blessures. Et que forcément, si tu fais ça, tu vas émaner autre chose avec ta compagne, avec ta partenaire, avec tes enfants, avec ta famille. Mais c'est pour toi que tu fais. Prends soin de toi. Donc, il y a vraiment aussi ça aussi à mettre en exergue. N'hésitez pas éventuellement aussi à leur partager l'audio, parce que je sais que j'ai plusieurs femmes qui l'ont fait et les hommes qui l'écoutent sont assez touchés parce qu'ils prennent conscience aussi en écoutant ce que je raconte de tout ce qui s'est passé en eux et qui les a bloqués, verrouillés à la fin, quoi. Donc, des fois, il y a besoin aussi juste d'un déclic et de prendre conscience de quelque chose. Donc, si vous la regardez pour vous, pour mieux comprendre les hommes, n'hésitez pas aussi à la faire partager à des hommes autour de vous qui peut-être ont besoin de la voir ou de l'écouter, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages que vous avez envie de faire? Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Merci aussi à vous pour ce partage, pour votre présence, pour votre énergie. Et puis, je ne sais plus qui a dit, oui, je crois qu'il y a toujours la capacité à ce que ça évolue, en fait. Je crois que moi, enfin, en tout cas, je n'enferme pas. J'essaye de ne pas enfermer, j'enferme pas les gens dans quelque chose de figer quelqu'un, en fait, l'empêche d'évoluer. Et c'est difficile de ne pas projeter des fois sur l'autre, mais si j'ai vraiment envie d'être en lien avec cette personne, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour l'inviter à prendre soin de lui et que le fait de faire ça, ça facilitera de prendre le soin de la relation et prendre soin de moi parce que voilà, après c'est quelque chose qui évolue et qui se bonifie avec le temps. Oui, ça c'est vrai ce que dit Sissou. On n'est pas la même personne qu'il y a 25 ans, ça c'est sûr. Ouais, aussi, non, mais c'est clair. Bah oui, moi j'approche le demi-siècle, bon voilà, et je vois bien, je vois le chemin qui est parcouru, c'est un chemin. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit on va passer notre vie ensemble, c'est sûr, on va toujours s'aimer et comme on se jure des fois des choses au moment du mariage, pour moi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis mais c'est fou, c'est complètement fou de dire des trucs pareils. Parce qu'on ne sait pas qui on va être nous dans 10 ans, on ne sait pas qui va être l'autre dans 10 ans, on ne sait pas si on va évoluer tellement différemment que finalement on n'arrivera plus à se rejoindre. Donc, vaut mieux, nous on se dit, on se le dit en rigolant, maintenant à chaque anniversaire de mariage, on se dit bon, on repart pour un an. On repart. Mais c'est vrai, on se dit oui à un moment donné, quoi, à un instant T, comme je disais tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'est, quelle personne disait ça, mais on se dit oui avec ce qu'on sait à cet instant-là, quoi, et nos envies du moment. Et après, presque dans l'idée, oui, il faut se dire oui régulièrement. Mais se dire oui régulièrement, ça veut dire, mais est-ce qu'on est d'accord, quoi? Est-ce que c'est OK de poursuivre ce chemin ensemble et de continuer à le nourrir? Donc, est-ce qu'on se dit oui? Et ça mérite, en fait, finalement, de poser la question. Et comment on se dit oui et de se donner les moyens, en fait, de vivre ce oui de manière la plus épanouie possible. L'idée, c'est la joie, quoi. On est là pour la joie, même si c'est loin d'être tout le temps ça. Et puis, on va l'évoquer des fois dans nos histoires de vie et dans ce qu'on a traversé, voilà, avec la perte de notre enfant et autres. C'est pas que ça. Mais quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on nourrit pour rester en joie et que on a envie de continuer, voilà, encore. On ne sait pas. On verra l'année prochaine. on se redira oui. Oui, j'ai remis, pour répondre à ta question, Marie, j'ai remis dans le chat sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Âme et Lit, thérapeute holistique. J'ai dans la rubrique thérapie holistique, il y a l'homme et son enfant intérieur. Et c'est ça. Parce que tu dis que tu étais en train de téléphoner, tu n'avais pas eu l'info. Donc voilà, je te l'ai remise là. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a encore des hommes présents. J'ai vu qu'il y avait un Maxime tout à l'heure, mais… oui, tu peux voir les infos, Alice, sur le site. Tu peux envoyer un message. Après, c'est une sorte d'entretien découverte, donc c'est OK, quoi. Ça engage pas grand-chose à faire un pas. Voilà. Et moi, c'est ma contribution, j'allais dire, à voilà ce que je disais, quoi. À ouvrir les cœurs, à pacifier, à aller vers le chemin de la réconciliation. Donc, tu peux laisser sur le site internet un petit message et voilà, et il y a mon numéro et autres et c'est possible. N'hésite pas même à m'écrire, quoi, si tu veux On accompagne tous les deux en individuel, les hommes comme les femmes.
Sébastien, lui, Il va vraiment réunir. il fait des cercles dédiés aux hommes et des week-ends dédiés aux hommes. Et moi, je fais des cercles de femmes et des week-ends dédiés aux femmes. Et on fait ensemble des choses mixtes et des choses pour les couples. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités-là. Eh ben, tout le meilleur à vous tous. Ouais. Et puis, belle fin de journée. Au revoir. Belle fin de journée à chacun, à chacune. Au plaisir. On va arrêter l'enregistrement.